L'Iran a rapidement fait volte-face samedi en décidant de fermer le détroit d'Ormuz après une brève réouverture vendredi liée aux négociations avec les États-Unis. Des forces iraniennes ont même tiré sur des navires commerciaux dont un supertanker transportant du pétrole irakien. Plusieurs bateaux ont donc fait demi-tour par crainte d'attaque. Et pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec Christophe Boutin, politologue. Christophe Boutin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors après avoir déclaré le détroit d'Ormuz entièrement ouvert, à la faveur d'un cessez-le-feu de 2 semaines, l'Iran a repris samedi le strict contrôle du passage. Quelles sont les raisons réelles ayant poussé Téhéran à ouvrir et puis à refermer rapidement le détroit d'Ormuz ? Alors, la raison pour ouvrir le détroit, elle est claire. C'était dans les négociations qui étaient prévues. Ça conditionnait l'arrêt des frappes israélo-américaines. Il s'agissait donc d'être dans le cadre de ce cessez-le-feu qui dure jusqu'au 22. Maintenant, l'Iran a réagi ensuite face au blocage des ports iraniens par les Américains, qu'il a considéré comme étant une attaque et donc une piraterie selon le qualificatif du gouvernement iranien. Et la réponse iranienne a été cette fois de refermer de leur côté le détroit d'Ormuz. C'est pour cela qu'il y a eu cette bascule. Vous voyez, on a en quelque sorte un détroit qui est doublement fermé. Vous avez la fermeture du détroit, le blocage par les Iraniens, par les gardiens de la Révolution, et en face, vous avez le blocage des ports iraniens par les Américains. Alors, des tirs signalés sur des navires commerciaux près des côtes d'Oman ont provoqué la panique et poussé certains pétroliers à rebrousser chemin. À quel degré ces incidents ont-ils aggravé la situation, selon vous ? Il ne pouvait qu'aggraver la situation. Vous comprenez bien que les armateurs d'une part et les assureurs d'autre part sont absolument paniqués par l'idée des conséquences d'une attaque sur un de leurs navires. Il y a aussi la possibilité de pollution. Si on s'attaque à un supertanker qui contient des tonnes et des tonnes de pétrole, on risque d'avoir une pollution des côtes très importante. Donc les bâtiments qui devaient normalement franchir le détroit ont rebroussé chemin pour la plupart. On n'a pas eu d'accident très important, mais l'attaque a suffi clairement pour montrer les choses, montrer que pour l'Iran, le contrôle du détroit d'Ormuz reste un enjeu stratégique très fort. Cela, derrière, peut conduire effectivement à une aggravation. Les risques politiques sont là, à la fois pour l'Iran, bien sûr, mais aussi pour Oman, on le voit. Selon Donald Trump, le blocus naval américain sur les ports iraniens reste effectif jusqu'à la conclusion définitive de négociations. Et en coulisses, les discussions se poursuivent. Comment est-ce que vous évaluez les chances de pourparler, d'aboutir à un accord final ? Il y a un côté boule de cristal. On vient de le voir, effectivement, les négociations se poursuivent. Le vice-président américain, J.D. Vance, va à nouveau se rendre à Islamabad dans le cadre des négociations. Les pourparlers, c'est certain, ont avancé sur un certain nombre de points, tout le monde en est bien d'accord. Par exemple, la question du transfert de l'uranium enrichi à un pays tiers, avec un contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la diminution des aides aux proxy, outils ou Hezbollah de la part de l'Iran. Il y a manifestement une évolution. Pour autant, sur par exemple la question du gel du nucléaire iranien, il y a un détail qui n'en est pas un. Les États-Unis veulent un gel pour 20 ans, l'Iran accepte peut-être un gel pour 5 ans. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à négocier actuellement. La question aussi se pose des éventuelles réparations de guerre que demande l'Iran, la levée des sanctions économiques, qui est un préalable essentiel pour l'Iran. Enfin, la manière dont on va avoir le contrôle du détroit d'Ormuz, voilà, vous le voyez, des éléments qui font que les chances d'arriver à un accord sont actuellement données par certains instituts spécialisés en la matière. Ils donnent du 70% peut-être d'ici 1 à 2 mois. Voilà la situation dans laquelle on est. Alors les États-Unis accusent l'Iran de chantage énergétique et ont renforcé leur présence militaire dans la région afin de sécuriser la navigation. Existe-t-il un risque d'escalade militaire ? Il y a toujours un risque d'escalade militaire à partir du moment où, dans un espace relativement réduit, vous multipliez des navires de guerre qui sont susceptibles d'être des cibles directes ou indirectes. On ne contrôle pas toujours nécessairement les tirs.
On est bien dans un cadre de tension. Si vous voulez, d'un côté, Téhéran voit très clairement que le contrôle du détroit d'Ormuz est un élément essentiel pour peser dans les négociations à l'international, pour que la communauté internationale, en quelque sorte, fasse aussi pression sur Washington pour arriver quand même à un accord et libérer le détroit. C'est un élément essentiel. Les postures militaires, les attaques, ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'attaque qui a eu lieu au large d'Oman, et puis les déclarations, je dirais, toujours un petit peu excessives de Donald Trump ne sont pas là pour arranger les choses. Le président américain Donald Trump a également indiqué que les négociations sur le nucléaire iranien n'étaient pas encore finalisées. Selon vous, Christophe Boutin, est-ce qu'il s'agit d'une désescalade durable ou juste une pause tactique ? Je dirais plutôt actuellement une pause tactique parce que sur le nucléaire, il n'y a pas d'accord final. J'évoquais effectivement un élément sur lequel a priori il y a un accord qui est le transfert des stocks d'uranium enrichi. Ça correspond à peu près à 400 kilos enrichis à 60%. Le transfert à un pays tiers sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bon, maintenant, pour cela, pour que ça se passe, Téhéran veut une levée immédiate des sanctions économiques. Et ça, les USA n'y sont pas encore prêts. Enfin, sur la suspension du programme nucléaire, Donald Trump parle d'une suspension indéfinie. Les Iraniens ne sont absolument pas prêts à une suspension indéfinie. Vendredi dernier, une quarantaine de pays, dont la France, ont plaidé pour une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz. Est-ce que cette mission multinationale aura encore un sens après une probable réouverture du détroit ? Écoutez, je crois qu'elle aura surtout un sens après la réouverture du détroit. Parce que réouvrir le détroit est une chose, assurer la sécurité de passage en est une autre. Il y a la question des mines. Il va sans doute falloir déminer sur une partie du détroit, ou au moins sécuriser. Et si on ne démine pas, repérer très clairement quels sont les éventuels champs qui ont été posés. C'est le premier élément. Et puis, on le voit, il y a toujours des possibilités de tir dont on ne connaît pas véritablement la provenance, ce qui fait que même dans le cas de la réouverture, avoir une flotte internationale, là, c'était 49 pays qui étaient quand même rassemblés pour proposer cette mise en place d'une mission défensive, hein, une mission neutre et défensive. C'est quand même intéressant d'avoir cela, mais pour cela, il faut éviter les options qui sont proposées actuellement, qui sont les options de péage sur Hormuz. Il ne peut pas y avoir de mission neutre d'accompagnement, défensive, s'il y a des péages, voire des péages partagés, comme ce qu'on entendait parfois évoquer ces derniers temps. Avant de conclure, plus de 100 millions de barils de pétrole seraient actuellement bloqués à bord de navires à l'arrêt à proximité du détroit par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial. Quel est l'impact sur les prix du pétrole et du gaz en particulier et l'économie mondiale en général ? Écoutez, l'impact, je crois qu'on le connaît tous. Le Brent a dépassé les $120. Le gaz naturel liquéfié a pris entre 30 et 50%, ça dépend des cas. On a une menace d'inflation, on a une menace de récession, on a des stocks stratégiques dont on ne sait pas si on peut les compléter. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est d'abord, bien évidemment, le secteur énergétique, avec une inflation sur les carburants qu'on estime sensiblement, ça dépend des pays, bien évidemment, et des aides qui peuvent être accordées, mais qu'on estime autour de 30%. Mais il y a aussi un impact très important sur deux filières industrielles, les plastiques, d'une part, et les engrais, d'autre part. Ce qui veut dire des conséquences, d'ailleurs, pour les chaînes de production, y compris de production agricole, et des conséquences peut-être alimentaires, vous le voyez, pour la suite. De toute façon, il y aura très certainement une baisse du pouvoir d'achat, qu'on peut estimer à 1% à peu près d'inflation mondiale. Encore une fois, à répartir différemment selon les pays. Ce sera la conséquence de cette crise majeure. Merci beaucoup Christophe Boutin pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci. Merci à vous.